Tes proches, ta famille seront peut-être les derniers à découvrir ton potentiel. C'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Cette émission, c'est le podcast de Belrix. C'est la première fois que tu découvres cette émission. On parle ici, chez moi, on parle d'investissement locatif, d'entrepreneuriat, surtout l'état d'esprit de l'entrepreneur. C'est pour ça que cette émission, tes proches, ta famille seront peut-être les derniers à découvrir ton potentiel. C'est surtout pour t'aider à gagner en recul, en mental, tout simplement. Alors, n'hésite pas à t'abonner si ces sujets t'intéressent et t'inscrire par la même occasion à mes cursus privés. Comme ça, on fera plusieurs connaissances. Tu verras mon parcours, pourquoi j'ai eu envie, moi, l'ancien responsable informatique, qui avait une situation confortable, enviable, un salaire confortable aussi, on va pas cracher dans la soupe. J'ai décidé de changer de vie complètement et de devenir indépendant financièrement. Et tu comprendras ma quête pourquoi. Dans mes cursus, je te dis pourquoi, donc n'hésite pas à t'inscrire. Alors, est-ce que cette émission, c'est surtout pour ceux qui sont frustrés, parce que moi j'ai été longtemps frustré de ça, c'est que, comme on dit, on n'est jamais prophète dans son pays. Et ça c'est tellement vrai quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu te lances dans l'investissement. Quand tu es dans un investissement, tu as tendance à demander conseil à tes proches. Et ça, c'est une erreur enfin, une erreur. C'est naturel. Tu as un projet, tu fais part de ton projet à tes proches, les gens qui sont le plus proches de toi, donc ton conjoint, si t'as un conjoint, tu vis avec quelqu'un, tes amis, et tes parents, enfin bref, tes proches, quoi. Et bien souvent, comme ils sont pas dans le milieu, sauf si tu as la chance d'être dans un milieu d'investisseurs ou d'entrepreneurs, ou les deux, ils vont pas t'encourager, ils vont essayer de t'en dissuader. On en a déjà parlé souvent. Et ça, c'est la grande frustration. Et du coup, bien souvent, ils te dissuadent et toi, tu les écoutes. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais, à travers cette émission, te donner un autre point de vue. T'expliquer que, et j'ai pris du temps à le comprendre, et pourquoi j'ai compris, t'expliquer pourquoi les proches ont moins souvent confiance en toi que de parfaits étrangers. Et moi, le premier, je subis les conséquences de ça. Donc voilà, je sais pas si tu vis la même chose que moi ou si tu as déjà vécu, mais voilà, moi quand j'ai commencé à dire à mes parents que je voulais changer de vie, que je voulais quitter mon emploi de responsable informatique, de rentrer en Martinique, tout ça. Alors, pas mon père, parce que voilà, il était toujours indépendant, il a un certain recul, mais ma mère qui est fonctionnaire, maintenant elle est retraitée de la fonction publique, elle n'a pas compris du tout. Déjà, elle n'a pas compris quand j'ai refusé de passer des concours, parce que pour elle, j'avais eu mon bac avec mention assez bien. Bon, c'était un semi-échec, parce qu'elle pensait... Non, je sais pas si c'était pour elle un semi-échec. Elle pensait que je l'aurais pas eu. Elle pensait que je l'aurais pas eu parce que, voilà, je forçais pas, elle me voyait pas réviser, donc elle était contente. Mais voilà, j'ai fini, j'ai eu mon bac plus 5. Déjà, quand j'ai eu ma licence, elle m'a dit « Ouais, t'as eu ta licence avec mention bien, c'est bien, tu pourras passer des concours. » Je dis « Mais non, attends... Et je voulais pas lui dire que... Enfin, ça m'intéressait pas d'être fonctionnaire. Alors oui, alors toute la petite histoire, j'ai rien contre les fonctionnaires. Parce que, même, je dis ça tellement brutalement, c'est que c'est pas mon style de vie. J'ai besoin de risques. Et un fonctionnaire, alors c'est pas tous les fonctionnaires, a besoin de sécurité. Si tu deviens fonctionnaire, en principe, c'est parce que tu as une tendance à être allergique à l'incertitude. Donc tu veux un emploi à vie. Et moi, je suis d'une famille de fonctionnaires. Ma mère était fonctionnaire, puisqu'elle est maintenant retraitée de la fonction publique. Mes tantes sont fonctionnaires, mes grandes-tantes sont fonctionnaires, enfin, fonctionnaires, mais d'éducation nationale, donc voilà. Mes oncles, enfin, directeur d'école, tout ça. Donc quand je lui ai dit que j'allais pas passer de concours, parce que voilà, j'avais le niveau de passer des concours de catégorie A, si je me souviens bien. Elle me disait, ouais, douane, tu aimes l'informatique, il y a des concours d'informatique. Voilà. Deviens professeur, passe le CAPES, tu vas enseigner l'informatique dans
dans les bacs pro, tout ça. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Donc du coup, je lui dis, bon, tu sais quoi, je vais continuer quand même. Je vais aller jusqu'au master. Et quand après ce master-là, elle a pris mon premier salaire, et je te dis, hein, le premier salaire, c'était 1500 euros. À l'époque, c'était une somme, mais c'était dérisoire par rapport au bac plus 5 que j'avais eu avec mention bien. Donc du coup, elle me dit, mais c'est pas possible, tout ça d'études pour finir avec 2500 euros, tu quoi, si tu m'as écouté, tu serais pas là, tu serais même peut-être en Martinique, voilà. Je dis, mais je m'en fous, maman, voilà, c'est pas, moi je fais ce que j'aime, moi je regarde pas le salaire, on me propose ça, c'est ça, mais bon, ça, franchement, parce que moi déjà, inconsciemment, et après j'ai eu la preuve de ce que je pressentais, c'est que moi, je voulais pas faire le truc pour l'argent nécessairement, je préférais accepter un salaire moindre, mais avoir des expériences plus enrichissantes, c'est-à-dire que la première boîte qui m'a embauché, c'était une boîte de consulting. Ouais, les premiers salaires, c'était horrible. Mais bon, le salaire évoluait vite. Mais les premiers salaires, oui, la première paie était horrible. Enfin, horrible, non, c'est faire insulte aux gens. C'était en dessous de la moyenne de ce qu'on te payait quand tu étais embauché comme informaticien. Mais ils en ont profité, c'était la crise, personne n'embauchait. J'arrivais sur le marché du travail en plein éclatement de bulles d'Internet. J'ai arrivé sur le marché du travail en 2003 alors que la bulle d'Internet avait éclaté en 2001, fin 2001, si je me rappelle bien. 2002, c'était la crise absolue. Il n'y avait aucun... Donc, j'arrivais sur le marché du travail fin 2003. Les budgets étaient encore gelés. Il n'y en a qu'une boîte qui recrutait par grappe, c'était la grosse boîte de consulting américaine que je ne vais pas citer. Ben, tu as c'est à prendre ou à laisser. Et puis, tu sais que très bien que si tu as ce CV-là, si tu as ce nom-là, cette ligne-là sur ton CV, ben voilà, tu vas pouvoir être en mission sur toutes les boîtes de la défense. Donc EDF, Allianz. J'ai eu des missions au Louvre. Ça fait bien, tu as tes entrées, ton cadre de travail, c'est un musée. Moi, à l'époque, je me rendais même pas compte de la chance que j'avais. De la chance que j'avais, parce que j'étais un ratriceur, j'étais même le trop boulot dodo, j'étais en mission, je profitais pas pour, tiens, entre midi et deux, je mange mon sandwich, eh ben, je flâne, puisque je suis à l'intérieur du musée du Louvre. Donc, je découvre, j'ai juste regardé la Mona Lisa. Parce que je dis, ouais, tu es dans le Louvre, il faut que tu vois la Mona Lisa quand même. Mais j'aurais pu flâner, j'aurais pu aller dans l'aile réservée à l'Égypte, j'aurais pu... Franchement, j'ai envie de me foutre une gifle parce que j'ai pas su profiter de cette chance. Bref, et c'est pour ça, si tu es jeune diplômé et que tu as la chance d'avoir des missions aussi exceptionnelles, ben fonce quoi, fonce. C'est tout ça pour te dire, pour revenir au sujet, c'est que donc quand j'ai dit bah, que je retrouvais du travail à Lyon pour retrouver mon épouse, ma compagne, qui est devenue mon épouse entre-temps, bah, je suis redescendu à Lyon, j'ai été embauché comme analyste programmeur, ok, j'accepte, enfin, bas de l'échelle, quoi, et puis au fur et à mesure, voilà, mon salaire a augmenté, et finalement, j'ai fini avec un salaire correct. Donc du coup, quand je dis, bon, j'ai fini avec un salaire correct, 2 ans passent, mon but c'est de dire, ouais, je finis avec un salaire correct. Pour moi, pour elle, c'est que je l'ai resté parce qu'elle a fini toute sa carrière. Elle a fini sa carrière dans une seule et même boîte, c'est-à-dire l'éducation nationale. C'est que je l'ai rentré dans ma zone de confort et puis je n'allais pas me challenger. Et quand je lui ai dit, mais non, je ne démissionne même pas pour trouver un autre boulot. Non, je rentre, je change complètement de vie. Ben, elle n'a pas compris. Elle n'a pas du tout compris. Et moi, j'en ai souffert. Enfin, j'en ai souffert. Pas longtemps, parce que j'avais déjà ce mental, ce mindset, parce que j'ai aidé à commencer à me former. Donc, ce que je te dis, c'était en 2012-2013. Et pourquoi je te dis ça? Parce que bien souvent, les gars, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux te créer une entreprise? Mais pourquoi tu veux créer une entreprise? Est-ce que tu sais gérer une entreprise? Est-ce que tu as déjà l'expérience pour gérer une entreprise? Est-ce que tu as pris des cours, tu es allé à l'école, tu n'as même pas fait de la compta, tu as appris de l'informatique à l'école, qu'est-ce que tu vas me faire penser que tu vas gérer une entreprise? C'est exactement comme je disais, je voulais acheter une
ma première location saisonnière, c'était ma première location, j'ai dit à ma mère, pour ne pas la stresser, c'était une résidence secondaire. Bah, à la base, c'était vrai. Je te laisserai regarder l'article sur le blog. Mais à la base, j'étais dans ma mentalité de rat racer. C'est-à-dire que je voulais une résidence secondaire en Martinique, un pied-à-terre. Mais franchement, c'était une mentalité de merde. Enfin, une résidence secondaire, c'est un passif. C'est comme si tu achètes un bateau. Si tu achètes un bateau et que tu n'es pas sur l'eau, si tu achètes un bateau et que tu n'es pas sur l'eau parce que tu es fanatique de pêche tous les week-ends, ça sert à rien. Autant louer le bateau. Bref, ça c'est notre sujet. Et bien souvent, les derniers à croire en toi, ce seront tes proches. Alors, bien souvent, je te dis. Pourquoi? Et j'en viens au fait. Pourquoi ils doutent de toi? Parce qu'ils te voient, par exemple ma mère ou mes proches me voient avec les yeux qui m'ont vu quand j'étais petit. Le Belrix, le Audrey Cédric, qui était gros, qui était pas sûr de lui, qui était complexé, qui ne parlait pas en public. Alors je suis jamais à l'aise en public, j'aime pas ça. Mais bref, c'était pas le mec qui, voilà, j'avais mon mental pour moi, heureusement, mais ça se voyait pas. J'ai un physique qui était pas top, on va pas se mentir. Émotionnellement, j'en bavais, mais bon, voilà. Donc, je savais que, pour moi, et on t'a collé une étiquette, tu es l'informaticien de base, tu es le geek de base. Et même aujourd'hui, on me définit comme un geek. Alors pour moi, j'espère plus que ça. J'adore l'informatique, mais je suis pas que ça. Si j'adorais l'informatique, c'est-à-dire le geek de base, j'aurais été jamais responsable informatique. Parce que quand tu es responsable informatique, alors, tu fais pas de l'informatique. C'est horrible. Tu entends parler de sujets informatiques, tu fais de l'informatique, mais tu fais de l'administratif. Tu gères les projets, tu suis les projets, mais de loin, parce que tu es pas au front comme le chef de projet. Tu fais du management, donc tu manages les informaticiens, mais tu ne fais pas de développement comme j'aime faire. Alors moi, j'avais de la chance, je me réservais toujours un petit développement, c'est-à-dire que je codais une partie du logiciel à la mode, je me mettais sur les projets. Alors ça, c'est quand tu as une petite boîte, enfin une petite boîte, c'était une PME de 200 personnes, mais tu as une certaine latitude. Et il faut le vouloir le faire aussi. Et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps, parce que je prenais mon pied. J'ai adoré mon dernier projet, qui m'a pris 2 ans, c'est-à-dire que je mettais la main dans le cambouis. Je codais, je faisais l'architecte, c'est-à-dire que je concevais la solution, donc c'est pas mon boulot, c'était un boulot d'architecte, c'était une de mes casquettes aussi, avant d'être responsable informatique, mais je l'ai gardé. Ensuite, je gérais le budget, donc j'étais là, et après moi, il n'y a plus ça parce qu'ils ont compris qu'il fallait pas faire ça. Et même moi, si mon Ubisoft Team grandit et que je dois empocher un directeur informatique et un responsable informatique, je le mets pas entre l'alpha et l'oméga. C'est pas possible. Quand le mec se barre, ben t'es dans la merde. Parce que si tu fais pas l'effort de le binomiser et tu lui demandes pas d'écrire des procédures et de... Voilà quoi. Bref, ça c'est notre sujet. Mais pense à ça, si t'es chef d'entreprise et que tu dois recruter un directeur informatique et un responsable informatique, ou un responsable informatique. Mais, je prenais mon pied. Du coup, pourquoi je te dis ça? Parce qu'ils te voient avec les yeux qui t'ont toujours connu quand t'étais petit. Quand j'étais petit, voilà, je pleurais beaucoup. Alors, je pleurais beaucoup. Je te parle quand j'avais 4 ans, mais tu mets des étiquettes. Par exemple, si ton enfant de 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on me sort des dossiers quand j'avais 4 ans, tu vois. Je vais pas te raconter parce que c'est assez dégradant, mais on me sort des dossiers, genre, je sais pas moi, première fois que j'ai présenté mon épouse à ma grand-mère, elle a sorti les gros dossiers sur moi, les gros dossiers, genre, je vais te raconter les moins pires, que j'ai pris un imperméable, parce que tu vois que j'ai été élevé en partie par ma grand-mère et quand je la voyais faire de la couture. Et dans la couture, il y a des patrons. Donc il y avait tout un... Ma grand-mère elle faisait de la couture, elle était couturière. Et tu vois, quand tu fais de la couture, tu prends des patrons. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est que des patrons, mais c'est pour découper les pièces de toile.
Donc je la voyais faire, je la voyais dessiner, enfin, avec ce que je pensais que c'était de la craie, mais de la toile de couture, pour faire la pièce, pour la coudre à la machine. Donc moi, je me suis mis en tête de j'allais faire la même chose. Et du coup, je rigole parce que c'est déprimant. J'avais 4 ans, alors j'ai pris des ciseaux, et j'ai dessiné dans son imperméable tout neuf, un patron. J'ai pris son patron, et j'ai dessiné, et je découpais dans son imperméable tout neuf, une pièce. Et j'ai commencé à coudre. Je te garantis, quand elle a vu ça, elle a pété un câble. Et jusqu'à maintenant, j'en entends parler. Et je t'en passe tous les dossiers qu'elle a sortis à mon épouse. Donc franchement, heureusement que j'ai pas honte. Parce que franchement, c'est hallucinant. Et elle sait pas ce que je fais. Pour elle, je continue l'informatique, voilà. Il faut lui expliquer que, voilà, je suis... Non. Et des fois, mieux vaut pas parler. Ma mère, elle sait pas ce que je fais. Elle sait à peu près, mais on discute pas de mes projets, parce que déjà, elle est capable de comprendre. Puis je vais pas l'embêter, je vais pas la stresser. Parce qu'un truc qui me stresse pas, eh ben ça va l'empêcher de dormir, parce qu'elle s'inquiète. C'est pour ça qu'ils essaient de t'en dissuader. C'est ça aussi. Parce que ils n'ont pas le même rapport au stress que toi, à la peur que toi. Ils n'ont pas eu à surmonter ces épreuves. Tu as un niveau de perception beaucoup plus élevé. Alors, j'aime pas dire plus élevé, mais tu as un autre niveau de perfection. Tu as un niveau différent de perfection, de perception. Excuse-moi, c'est un lapsus. De perception. Voilà. Donc, du coup, j'en discute pas. Des problèmes de management, de collaborateurs, tu peux pas discuter avec ça, avec un salarié. Donc, je ne discute pas. Il faut le vivre pour le croire. Parce que toi, si tu es salarié, tu vas prendre le parti du salarié, tu vas te projeter dans le statut, tu vas voir le problème de la façon d'un salarié. Et être bon manager, entre parenthèses, c'est d'être déjà, de se mettre à la place de l'autre. Donc je te dis pas qu'il faut que tu... Mais moi, quand je fais ce travail de management, de manager, non seulement je prends mon point de vue, mais je me mets à ta place pour essayer de comprendre pourquoi tu réagis comme ça et que tu me dis ça. Et je te propose une situation gagnant-gagnant. Mais je ne reste pas coincé dans ma position de manager qui veut imposer sa loi. Tu peux me faire dévier. Donc du coup, c'est ça que je reproche aux salariés, c'est qu'ils sont... certains salariés, pas tout le monde, certains collaborateurs salariés, c'est qu'ils ont une position, qu'ils ne veulent pas en découdre. Et c'est pour ça que négocier avec les syndicats, c'est chiant, parce que eux, ils partent du principe qu'on veut toujours les entuber, les arnaquer. Et ça me saoule. Bref, ça c'est un autre sujet aussi. J'ai pas envie d'en dire plus. Donc, du coup, ils te voient avec... pourquoi tes proches, ta famille sont toujours les derniers à te découvrir ton potentiel? C'est parce qu'ils n'ont pas suivi ton développement. Toi, si tu me suis depuis longtemps, tu m'as connu quand je commençais, et encore, ça faisait 6 mois que je m'intéressais au développement personnel. Donc tu as suivi ma progression, mon cheminement. Il y a 1 an, je faisais pas le même genre de contenu. Il y a 1 an, je faisais pas des podcasts. J'étais incapable de parler 30 minutes, 20 minutes, sans notes, sans rien. Il y a même 2 mois, 3 mois, je faisais pas ça. Je travaillais chaque podcast. Quand j'ai commencé les podcasts, je t'avoue, je faisais au moins le plan. J'écrivais ce que je voulais dire. Là, je fais ça en freestyle. Alors peut-être que ça, tu préfères moins, tu trouves ça moins enrichissant. Moi, je trouve que je suis plus à l'aise. Mais toi, tu as découvert mon cheminement, tu m'écoutes, tu prends la peine de m'écouter. Donc tu te dis, ah ouais, c'est pas con ce qu'il raconte. Mais mes proches, ils n'écoutent pas mes émissions. Ils m'écoutent pas mes podcasts. S'ils m'écoutent, c'est mes premiers articles. Donc du coup, je vais les perdre. Ils ne remarquent pas ton évolution, ils te voient. Pour eux, tu es toujours la même personne. Et tu vois, ils veulent, et ils entendent ce qu'ils veulent bien voir de toi. C'est ça aussi. Donc, moi, j'ai pris le parti de toujours trouver du bon à ce principe. C'est que tu seras toujours pour eux le gars qu'ils ont connu. C'est ça, tu seras toujours pour ta mère, son enfant, c'est tout. Donc, même si tu deviens... Alors, c'est bon parce que si tu deviens riche, voilà, elle va te voir quand même... alors, j'espère qu'elle va pas changer, et elle va te voir
pas comme un porte-monnaie sur pattes, mais comme son enfant. Si c'est comme, soit les mères de criminels, alors ça n'a rien à voir avec toi, les mères de criminels trouvent toujours des circonstances atténuantes et aiment toujours leur enfant, même ils ont fait les pires crimes. Donc c'est ça qui est bien. Mais le revers de la médaille, c'est que tu ne seras jamais prophète dans ton pays. Donc pense-y, ne sois pas désolé, c'est normal qu'ils aient des doutes dans tes projets et ne baisse pas les bras. Entoure-toi de ceux qui sont dans la même perception ou qui sont déjà dans la situation où tu veux aller, vers la direction où tu veux aller. Ils sont déjà en avance, un peu plus en avance. Je te dis pas de viser trop haut, c'est-à-dire genre je serai le nouveau Donald Trump. Alors Donald Trump, je sais depuis qu'il est président, il a moins bonne réputation, mais Warren Buffett, Bill Gates, si tu es dans l'informatique, Steve Jobs ou Elon Musk ou je sais plus quel milliardaire, millionnaire, mais voilà, des petits entrepreneurs comme moi qui sont légèrement plus en avance que toi. Ben, je suis plus à même de t'aider, puisque je me souviens mieux de ce que tu as ressenti. C'est pour ça que je te fournis des contenus. Tu vois, c'est une entraide, c'est un échange constructif. Alors que le gars qui est déjà milliardaire, qui est déjà millionnaire, vous vivez dans une autre planète. Voilà. Donc c'est pour ça, si tu es dans cette situation-là, n'hésite pas. Et je te mettrai dans la formation, alors dans la description, excuse-moi, le lien vers ma formation mieux apprendre pour mieux progresser. Alors je me souviens plus du titre, mais c'est ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas autour de toi des gens qui peuvent te faire progresser, qui peuvent te donner, comme on dit chez moi, le ballon, c'est-à-dire l'élan, qui peuvent te tirer vers le haut, qui peuvent te donner du réconfort, parce que j'ai eu ces gens-là autour de moi. Alors, c'était pas autour de moi, puisque moi, je te dis... mais je te donne des conseils, des astuces pour trouver ce genre de personnes. Donc, n'hésite pas. On va apprendre à monter tout un système d'apprentissage qui me permet aussi de te donner du contenu, parce que on n'arrête jamais d'apprendre. Et on n'arrête jamais d'apprendre. Si tu arrêtes d'apprendre, t'es mort. T'es mort mentalement. T'es mort moralement. Donc voilà. Donc n'hésite pas à cliquer dans la description pour en savoir plus. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas aussi à t'inscrire dans mes cursus sur l'investissement locatif. Comme ça, tu vas apprendre aussi. C'est offert, c'est juste privé. C'est-à-dire que c'est pas en public. Donc tu auras accès à des contenus privés que tu pourras retrouver sous format écrit, sous format vidéo, des replays. Et puis voilà. Je te dis à bientôt. Hein. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas. Et puis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.